Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. La communauté Kanien'kehá:ka de Kanesatake se dresse au confluent de la rivière des Outaouais et du lac des Deux-Montagnes, à une 60aine de kilomètres seulement au nord-ouest de Montréal. En dépit de cette proximité géographique, Kanesatake reste relativement méconnue de la population allochtone. Pour en savoir un peu plus sur cette communauté sur laquelle pèsent encore de nombreux préjugés, nous recevons cette semaine Véronique Vincent. De Père Wendat et de Mère Kanien'kehá:ka, notre invitée est responsable du tourisme à Kanesatake. Pour Véronique Vincent, le tourisme constitue une voie privilégiée pour rencontrer l'autre, se raconter, mais aussi guérir. Dans cette optique, la mise en place d'activités et d'infrastructures touristiques exige le déploiement d'une approche graduelle et concertée afin que la communauté s'exprime sur la pertinence des stratégies envisagées, contribue à leur conception et à leur implantation et participe pleinement au programme choisi. Au microphone de Catherine Egault, Véronique Vincent nous présente sa vision du tourisme, ses défis et ses espoirs. Mais surtout, elle nous invite à faire plus amplement connaissance avec Kanesatake, communauté Kanien'kehá:ka à la fois si proche et si lointaine. Véronique Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du tourisme à Kanesatake, Oui, exactement. une communauté Mohawk à une 60aine de kilomètres de Montréal, tout près de la ville d'Oka. Oui. Et donc vous avez été désigné par le conseil de bande ou embauché par le conseil de bande pour développer le tourisme. Exactement. Il y a déjà des choses qui se font à Kanesatake en tourisme. Kanesatake est dans la région des Basses-Laurentides, donc oui, il y a énormément de tourisme dans la région. Mais c'est la première fois que le conseil veut prendre en charge son développement touristique avec un objectif à moyen, long terme, bien sûr, d'avoir des revenus et de devenir plus autonome dans son développement. Il y avait déjà eu un marché, je pense, il y a le powwow qui attire des gens, il y a quand même un peu des petites activités. Oui, exactement. En fait, pour nous, c'est un Indigenous Winter Market. C'est un marché autochtone d'hiver. Puis en fait, c'est beaucoup plus qu'un marché parce qu'on offre aussi des ateliers de transmission de savoir et on offre aussi des prestations artistiques. Donc, des chanteurs, des danseurs, des musiciens de Kanesatake et de toutes les nations. Donc, c'est vraiment un rassemblement Premières Nations qui est organisé par Tourisme Kanesatake. Et ça, c'est chaque année? Ça fait 2 ans qu'on le fait. Évidemment, on aimerait que ça soit chaque année, mais notre réalité présentement, c'est qu'on n'est pas autonome encore et qu'on dépend de financement. On n'est pas dans une position où on peut garantir quoi que ce soit au jour d'aujourd'hui. D'où vient le financement? Des ministères, ça peut être autant fédéral, provincial, des partenaires, des collaborateurs, mais c'est jamais garanti. C'est à refaire chaque année? Chaque année, oui, exactement. Et vous, de quoi est-ce que vous rêvez pour le développement touristique de Kanesatake? Est-ce que je parle au nom de Véronique? Au nom de votre mandat ou à votre nom personnel? Je serais plus confortable de parler au nom de Véronique. Je vous explique pourquoi. Je ne peux jamais parler au nom d'une communauté. On ne peut jamais faire ça. Les communautés, moi j'aime bien dire, je vais parler pour Kanesatake, j'aime bien dire que les 50 Shades of Grey, voulant dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opinions différentes, de visions différentes, de désirs différents. Et que c'est pas tout le monde non plus qui est au même endroit et qui part du même endroit. Fait que le mot tourisme peut être interprété négativement ou peut faire peur. Ah oui? Oui. Faisons juste faire référence à notre histoire. Juste dans le territoire actuel où est-ce qu'elle est la nation, ça fait plusieurs centaines d'années qu'on vit de l'envahissement. Kanesatake était beaucoup plus gros et juste été de plus en plus petit. Quand on parle de tourisme, ça veut dire de s'ouvrir, ça veut dire d'accueillir.
Alors, si on fait juste se référer à notre histoire, ça peut être intimidant, épeurant. Et bien sûr, si on a beaucoup de blessures dans notre cœur qu'on n'a pas encore guéries, bien, l'étranger représente encore le colonisateur, envahisseur, méchant de 400 ans, si je peux le dire aussi, de façon simplette que ça, là. Oui, donc voilà. Donc, dans la communauté, il y a des gens qui préféraient ne pas avoir d'activité touristique, dans le fond. Oui, parce que c'était peurant. Ouais. Puis aussi, tout le monde le sait, là, je crois, à Kanesatake, il y a une presse pas toujours glorieuse. On vit de l'envahissement par la vente de tabac et cannabis sur le territoire. Puis cet envahissement-là ne fait pas nécessairement de Kanesatake, pour les résidents, bien sûr, un endroit de joie pour vivre, s'éveiller, grandir, se développer. C'est pas le Kanesatake d'il y a 30 ans. C'est une autre réalité aujourd'hui, puis c'est une réalité où que les gens de la communauté marchent sur des œufs, une réalité où que les gens de la communauté sont fâchés, ils souffrent. Comment je vous dirais, pour eux, il y a d'autres priorités avant d'avoir du tourisme. Ouais. Je peux les comprendre aussi. Et comment ça peut se régler, ça? Je pense pas que j'ai une réponse concrète et claire. Je pense que j'ai des idées, mais pour moi, une chose qui est certaine, tout passe par la guérison intérieure. Bien sûr, ça, c'est mon interprétation et ma vision, mais la guérison intérieure, c'est vraiment la clé. Parce que si moi, je comprends pas à qui je m'adresse, ou si je m'adresse violemment à quelqu'un, mais je comprends pas pourquoi, comment est-ce que je peux avancer? Et ça peut se faire au niveau individuel ou est-ce que ça doit se faire au niveau collectif de la communauté? Je crois que ça doit se faire des deux façons. Je crois que ça doit se faire autant individuel et collectif, au sens que on a besoin de leaders inspirants, de leaders que, justement, ils vont prendre en charge leur guérison, puis qui vont vouloir inspirer les plus jeunes, inspirer d'autres à prendre soin de eux, à être à l'écoute de ce qu'ils vivent, faire face à leur trauma, à leur programme. Ça prend les deux. Quand je vous dis que Kanesatake est une communauté qui est 50 Shades of Grey, c'est que vous pouvez autant trouver des gens de tout âge confondu avec des gens qui sont pris dans le passé, qui ont vécu la Kanesatake Resistance / crise d'Oka. Il y en a qui sont encore pris il y a 30 ans, sont encore dans cette souffrance. J'ai vu des aînés dans des ateliers qu'on a organisés pour discuter du développement touristique, avoir encore les larmes aux yeux de ce qui s'est passé il y a 35 ans bientôt. Les douleurs sont vives, les douleurs sont présentes. Puis, il faut pas oublier une chose, c'est que c'est bien beau que Kanesatake Resistance / crise d'Oka c'est réglé il y a 35 ans, mais en fait, la situation territoriale n'est toujours pas réglée. Mais aussi, la communauté n'a pas eu de filet pour la soutenir après ça. La communauté aurait eu besoin énormément d'encadrement et de soutien de ce traumatisme-là, d'avoir eu l'armée qui débarque chez vous, d'avoir entendu des coups de feu. Il y avait des enfants qui ont été mêlés à tout ça. Donc, une communauté qui vit quelque chose comme ça, puis du jour au lendemain, les camions sont plus présents, mais qu'il n'y a pas de soutien, de filet pour en prendre soin, ça laisse ses traces. Il faut dire les vraies choses. Là. De qui est-ce que le soutien aurait dû ou pu venir? Bonne question. Encore là, je ne sais pas si je pourrais vous donner la bonne réponse. Je sais qu'il y a eu des initiatives de différents groupes dans la communauté. Comme exemple, je sais que les premiers instigateurs du powwow de Kanesatake, ça a été des individus de la communauté qui se sont rassemblés puis qui ont eu le désir de créer un powwow, un peu pour contrer les effets de cette crise-là, justement pour rassembler les gens, pour amener du positif à la communauté. Mais comme je vous dis, nous, il n'y en a pas de revenus autonomes. Les gens qui se sont rassemblés pour initier le powwow dans Kanesatake, c'est des gens qui travaillent à temps plein. C'est des gens qui faisaient ça de leur propre temps, avec leurs propres sous. Donc, c'est pas nécessairement des choses qui perdurent dans le temps, parce que c'est difficile d'organiser des choses comme ça. Oui, c'est essoufflant. Exactement. Puis, il y a eu d'autres programmes, là, des wellness programs, puis des choses comme ça. Mais encore là, tout est une question de financement. C'est toujours les ressources. C'est vraiment le nerf de la guerre, les ressources dans les communautés. Pas juste Kanesatake. Beaucoup de communautés, ils n'ont
pas de ressources. Puis, malheureusement, avant d'être capable de tourner la roue pour se sortir des situations qu'on est, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de guérison, beaucoup d'éveil, de conscience de l'autre, conscience de soi. C'est des roues qui prennent beaucoup de temps à tourner. Mais vous vous investissez en tourisme, alors vous y croyez. Quelles seraient les retombées d'activités touristiques dans la communauté? Est-ce qu'il y a ça dans votre ligne de mire, d'avoir du financement qui revienne chaque année par les activités elles-mêmes? Absolument, c'est la vision première. En fait, c'est d'avoir de plus être 100% dépendant de financement et d'avoir des revenus autonomes pour réinvestir, puis être capable d'assurer des projets. Puis aussi, encore là, il ne faut pas oublier l'aspect politique aussi. À chaque 4 ans, il y a un nouveau conseil. Donc, le projet n'est pas plus en sécurité parce qu'ils peuvent avoir des gens qui sont élus au sein du conseil, qui font partie des gens qui voient le tourisme comme une menace. Ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps avant que ce soit bien enraciné. Ouais. Exactement. Mais de quoi vous rêvez comme genre d'activité? Je sais que c'est loin parce qu'il y a des problèmes à régler avant. Oui. Le premier rêve que j'ai envie de vous dire, pour ma part, avant de parler de grandes infrastructures, pour moi, le premier rêve, c'est que je vois le tourisme comme un porte-voix. D'avoir l'opportunité d'être en charge du narratif de c'est qui les gens qui vivent à Kanesatake, c'est quoi qu'ils vivent, c'est quoi leur histoire, c'est quoi leur legs, c'est quoi leur héritage. Pour moi, ça, c'est de la crème, ça, c'est du bonbon. Ça veut dire quelque chose. Bien avant d'avoir un hôtel ou un centre culturel, pour moi, ça, là, si on peut avoir une voix, être entendu, ça va contribuer grandement à la guérison. Parce qu'une des violences que toutes les Premières Nations vivent, c'est ce qu'on appelle la violence latérale. La violence latérale, c'est la violence qu'on se fait entre nous-mêmes, qui est la conséquence de l'assimilation, qu'on appelle aussi le 7e niveau d'oppression. Le 7e niveau d'oppression, c'est l'implosion de ce que l'oppresseur a fait. Donc, ce qui est vrai, là, puis ce que peu de Premières Nations disent, c'est qu'il y a énormément de violence latérale qui s'est fait entre nous. Puis la violence latérale est une conséquence directe de ne pas être entendu. Donc, si on est capable d'avoir une voix, si on est capable de donner la voix à plusieurs personnes, que ce soit des jeunes, des aînés, qui puissent parler de leur histoire, de leur héritage, de leur amour, ça, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est précieux, puis je pense que c'est avec ça qu'on va pouvoir avancer. Et ça, c'est un discours qu'il faut tenir aussi pour l'extérieur, pas seulement à l'intérieur de la communauté. Au fil des activités touristiques, en fait, votre but, ce serait que les Kanien'keha de Kanesatake puissent dire au monde entier qui ils sont, quelle est leur histoire. C'est en plein ça, exactement, oui. Parce que on n'est pas en charge du narratif encore beaucoup, tu sais, la preuve est là. Faites juste googler Kanesatake, qu'est-ce que vous voyez, c'est juste du négatif quasiment qui sort. C'est la contrebande, c'est Oka, c'est tout ça. Oui, c'est ça, mais encore là, il est teinté de ce que le journaliste veut bien rapporter. Mais il parle pas il a pas parlé à mon arrière-grand-mère qu'elle, c'était une femme qui a milité pour retrouver ses droits, qui fait partie des femmes initiatrices des femmes autochtones du Québec. Il n'a pas parlé à un de mes grands-oncles qui, lui, s'est donné comme projet de traduire la Bible en Kanien'keha. Il n'a pas parlé de toutes ces belles personnes-là. Parce qu'il y en a plein de belles personnes. Puis ces gens-là sont malheureusement pas vus, pas entendus. Leur histoire circule pas dans l'énergie. Donc, pour moi, ma vision, mon rêve, c'est ça. C'est qu'il y ait de l'énergie qui circule, puis qu'il y ait de la guérison qui se fait. Parce que quand l'énergie circule, la guérison se fait aussi dans nos ancêtres. Donc, vous voyez le tourisme comme un outil de guérison, dans le fond? Oui, exactement. À long terme? À long terme, bien sûr. Et ça passerait par quel genre d'activité en particulier? Est-ce qu'il y en a qui seraient plus porteuses que d'autres? Vous avez parlé d'artisanat tout à l'heure, ça c'est une manière de dire qui on est et ce qu'on sait faire? Oui, tantôt vous avez mentionné le marché qu'on a fait, le Indigenous Winter Market. Cet événement-là qu'on a réalisé, c'était hyper stratégique. On ne l'a pas réalisé juste pour le plaisir de dire « Ah, on fait un marché autochtone ». Non, c'est une stratégie pour être capable d'avancer à la prochaine étape. Donc, comme je vous ai dit, on n'a pas de financement. Même si le conseil a reçu du financement pour embaucher moi et d'autres personnes pour développer le tourisme, la réalité, c'est que
on a des livrables. Dans ce financement-là, les livrables sont pas toujours atteignables parce que Kanesatake, c'est complexe, parce que Kanesatake, elle est blessée. De dire, oui, je vais atteindre objectif A, B, C, D, E, c'est difficile. Oui, on a une certaine latitude parce que le financement est capable d'avoir une certaine compréhension qu'on n'est pas capable nécessairement d'atteindre les livrables qu'on aimerait dans le temps estimé. Par contre, je dois quand même livrer quelque chose. Donc ça, c'est une réalité. Une deuxième réalité, comme je vous ai dit, c'est que la communauté, quand on dit le mot tourisme, ne sont pas nécessairement fervents. Troisième réalité, c'est qu'on n'a pas une bonne réputation. Fait que même si je vais cogner aux portes puis je leur dis « Bonjour, on est motivés, on veut développer le tourisme, voulez-vous travailler avec nous? » On n'a pas encore la crédibilité par rapport à notre développement touristique. Donc, après ça, c'est aussi d'engager le dialogue entre allochtones et autochtones, d'engager le dialogue entre Premières Nations. Le marché autochtone d'hiver qu'on a créé était pour répondre à tous ces besoins-là. En créant un événement, je répondais aux livrables pour le financement. Mais en même temps, je respecte ma communauté parce que je ne crée pas un événement juste pour que le gouvernement me dise « Bravo, on continue à donner des sous ». Non, j'ai créé un événement pour les mettre en valeur eux aussi, pour qu'eux aussi aient une visibilité, pour qu'eux aussi aient la chance d'avoir une rémunération, une retombée, pour qu'eux aussi puissent établir une relation avec nous, Kanesatake Tourism, pour qu'eux aussi puissent voir, Kanesatake Tourism, ils font quelque chose sensible, senti, à l'écoute. Ils font pas juste créer un projet pour cocher une petite case pour qu'on puisse avoir du financement. Non, ils nous ont écoutés aussi. Encore une fois, regardez, on est capable de créer quelque chose. Oui, on n'a pas d'infrastructure. Oui, on n'a pas d'argent. Oui, on n'a pas tout ce qu'il nous faut encore. Mais par contre, on est capable d'innover puis d'avoir du leadership puis créer quelque chose. C'est ça, le Indigenous Winter Market, c'est répondre à tout ça en même temps. C'est un petit peu à la fois. C'est ça. C'est un petit pied dans la porte pour aller plus loin, ouais. Exactement. Et au niveau de la main-d'œuvre, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un intérêt dans la communauté pour travailler dans ce secteur-là? Des activités touristiques, on peut penser à des gens pour l'accueil, on peut penser à des guides touristiques, à des gens qui vont expliquer l'histoire, l'artisanat. Est-ce qu'elle est là, cette main-d'œuvre-là, ou est-ce qu'elle est prête à être formée? Je dirais oui et non, dans le sens que oui, la main-d'œuvre est là. Il y en a des gens qui ont des connaissances, il y a des jeunes. Les jeunes sont tellement beaux à voir. Ils veulent se reconnecter à leur culture, ils veulent réapprendre la langue. Ça serait une excellente avenue pour eux de pouvoir aller se reconnecter avec leur culture pour ensuite avoir des emplois dans lesquels ils vont pouvoir la faire vivre. Mais il y a beaucoup de travail d'humain à faire sur le terrain pour que les gens se sentent en sécurité puis en confiance de dire « Oui, c'est beau, je suis capable d'ouvrir mes portes et partager ma culture. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement la partager, la culture, parce qu'ils ont peur de la peine. Ils ont peur de l'appropriation, du vol? Non, ils ont peur de la peine. Dans le sens que, avant que je partage ma culture avec un allochtone ou des gens de l'extérieur, ben, je vais m'assurer que moi, je l'ai pour moi. Ça, c'est des conséquences des traumatismes. Parce que la réalité, c'est que la culture, pour qu'elle reste en vie, il faut la partager, il faut la faire vivre. Mais il y a des gens, pas tous, ils ont peur, puis ils se font les propriétaires de la culture. C'est comme ça leur appartient à eux, puis ils veulent pas la partager à l'extérieur. Parce que ça fait encore très, très partie de leur identité. Ils ont peur de perdre leur identité? C'est une forme de... On peut le dire ainsi. C'est une forme de crainte, mais c'est une forme... C'est surtout le fait que c'est toujours de se ramener à... Ça fait 400 ans d'oppression qu'on vit. Il y a des années de trauma intergénérationnel qui se transmet. Puis la peur de perdre encore. La peur de se faire voler, la peur de perdre, de se faire encore. Elle est très présente. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à s'ouvrir facilement puis à partager leur culture. Puis aussi, présentement, il y a une espèce d'engouement là, envers les Premières Nations. Puis là, il y a beaucoup de gens qui nous approchent pour faire des projets. Ils veulent faire quelque chose à saveur Premières Nations. Mais ils ne nous ont pas consultés avant d'avoir leur idée. Parce qu'on est rendu aujourd'hui à co-créer des projets et non juste être la saveur autochtone pour votre projet ou être l'autochtone de service sur votre poster. Là. Ils veulent qu'on participe à leur projet, ils veulent avoir des aspects de la culture. Mais beaucoup d'entre nous,
on est en reconnexion culturelle pour nous-mêmes. Puis on n'a pas nécessairement les ressources pour reconnecter à notre culture comme on aimerait. On n'a pas nécessairement les écrits, l'entourage. Fait que c'est un peu difficile de dire « Ah oui, on va s'ouvrir à vous puis on va vous donner ce qu'on n'a même pas pour nous encore. Donc, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de nuances. C'est délicat. Est-ce que la langue, parce que c'est vrai qu'entre les allochtones du Québec, qui sont beaucoup francophones, et puis les Kanien'kehá:ka, il y a un gouffre, là, il y a une incompréhension, vous le savez, là. Notamment parce que les Kanien'kehá:ka parlent souvent plus l'anglais que le français, parce qu'à Uoka, on ne peut pas faire l'économie de ça. Est-ce que ça, ce serait aussi un pont qu'il faudrait franchir un petit peu? C'est sûr qu'il y a une méfiance des deux parties. Ça, c'est certain, mais je pense que cette méfiance-là vient surtout un peu de l'ignorance. Tu sais, il y a 40 ans, personne ne faisait de distinction entre Kanien'kehá:ka, Wendat, Atikamekw, Anishinaabe, tu sais. Tout le monde nous mettait dans le même bateau. C'est peut-être un peu la même chose de la part de certains Kanien'kehá:ka. Puis oui, il y a une barrière de la langue, mais exemple, sur Kanesatake, il y a quand même 30% de la communauté qui est francophone. Puis je dirais qu'à peu près tout le monde comprend le français, même s'il ne le parle pas. Faut pas oublier que où ce que Kanesatake est situé, ça a toujours été une espèce de plaque tournante de la traite commerciale. Tout le monde, à une certaine époque, a parlé le Kanien'kehá:ka, a parlé un peu de français, a parlé un peu d'anglais. Mais aussi, il faut faire la distinction entre les communautés Kanien'kehá:ka. Akwesasne n'est pas Kanesatake. Kahnawake n'est pas Kanesatake. Même si c'est toutes des Kanien'kehá:ka. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous confirmer l'offre touristique de Kanesatake. Par contre, restez à l'écoute, ouvert, curieux, allez un peu plus loin que ce que vous pouvez lire dans la presse. Puis on peut y aller sur la communauté, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière, on peut entrer là. Oui. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est Kanesatake, les résidents de la communauté, c'est des humains, comme tout le monde. Dans chaque être humain, vous avez un frère, une sœur, une tante, une mère, une personne qui a des problèmes de santé, une personne qui est aux études, une personne qui a des peurs. C'est des êtres humains. Il faut juste apprendre à se connaître. Il faut juste avoir l'ouverture qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore dites. Tant aussi longtemps qu'on ne sera pas capable d'avoir ces conversations-là, ben ça va être un peu difficile d'aller de l'avant de façon solide. Exemple, vous et moi, on a un conflit. Mais si on n'est jamais capable de parler du conflit, comment voulez-vous que mutuellement on guérisse puis qu'on avance ensemble? Sans tomber dans les patterns de victimes, juste d'être capable d'avoir la conversation, de raconter qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai, selon le narratif de ceux qui l'ont vécu. Puis ça va pas toujours être facile à entendre non plus, certainement. Exactement. Donc, vous avez parlé de guérison à l'intérieur de la communauté, mais pour vous, le tourisme aurait aussi un effet de réconciliation, dans le fond. Peut-être que pour vous, la réconciliation, ça n'existe pas. Il y a des autochtones qui disent ça. En tout cas, que le moment n'est pas venu, que le moment est à la guérison et que le moment n'est pas venu pour la réconciliation. Je pense qu'on est loin de la réconciliation. Pas parce que moi, j'en veux pas, personnellement, mais on parle pas encore des vraies choses. Puis je veux dire, pas parce que au niveau ministériel, provincial ou fédéral, que le mot réconciliation est souvent au bout des lèvres, si je peux le dire ainsi, que quand on descend les échelons, quand on arrive au niveau municipal ou à l'interne de la communauté ou entre les communautés, que c'est réel. Le mot réconciliation, c'est un beau mot. Certains diraient même que c'est un mot allochtone, c'est un mot qui n'existe pas dans notre langue. Donc, encore une fois, est-ce qu'on n'est pas en train de inconsciemment répéter
un autre cycle de l'histoire d'une autre façon un peu maladroite. Moi, je vous inviterais les gens à réfléchir à tout ça. Parce que sur le terrain, je pense pas qu'on est encore là. Pas parce qu'il n'y a pas d'ouverture, pas parce qu'il n'y a pas de désir, pas parce qu'il n'y a pas de volonté. Juste parce qu'on n'a pas encore parlé des vraies choses. Est-ce qu'il y a un café à Kanezatake, un restaurant où on peut aller se poser là et parler avec les gens? Parce que vous dites qu'il faut aller à la rencontre des gens, mais on les rencontre où? On se pose au milieu de la rue puis on interpelle quelqu'un? Ou comment on fait ça? Bien, c'est sûr que c'est pas évident parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas vraiment d'infrastructure où est-ce qu'on peut justement aller s'asseoir au milieu de Kanezatake juste pour rencontrer les gens. Mais par contre, quand vous avez la possibilité de participer à des événements, que ce soit l'Indigenous Winter Market, que ce soit le powwow ou autres activités culturelles, parce qu'il y a d'autres organismes dans la communauté qui organisent aussi des activités, ben c'est d'avoir le courage d'adresser une conversation. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens, ils m'approchent, puis « Ah, mon Dieu, je me sens un peu nono, je me sens un peu maladroit, je sais pas comment... Je réalise que je connais rien, puis tu sais, vous êtes juste à côté de chez moi, ou etc. » Tout est dans l'approche. Est-ce que vous approchez d'égal à égal? Est-ce que vous approchez avec une ouverture? Est-ce que vous approchez avec humilité? C'est ça qui fait la différence. Tu sais, n'ayez pas peur de dire... de tout simplement aborder la conversation en disant ben écoutez, là, j'ai un peu peur de vous approcher, je suis un peu maladroit, mais tu sais, j'ai envie de vous connaître. Fait que, tu sais, excusez ma maladresse, je veux juste vous connaître, puis j'ai des questions pour vous, puis s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire que mes questions, vous n'êtes pas à l'aise ou sont maladroites ou sont déplacées. C'est vraiment juste de dire les choses, quoi. Véronique Vincent, merci. Nyawa. Nyawa. Nyawa, merci à Véronique Vincent de nous avoir présenté sa vision du développement touristique et d'avoir partagé avec nous son attachement à sa communauté de Kanezatake. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.